Alors, l'iShare, c'est une fonctionnalité qu'on a pas que sur Visual Studio 2019. On va le retrouver sur trois versions de Visual Studio, donc Visual Studio Code. Tout le monde utilise Visual Studio Code ici? Qui n'utilise pas encore Visual Studio Code? Super, c'est ouf, ça, le bon top là-dessus. Donc, si vous avez les dernières versions de Visual Studio 2017, donc, de toute façon, vous le voyez, il va vous mettre une petite vignette jaune en haut si vous n'avez pas à jour. Et maintenant, dans la dernière version, donc Visual Studio 2019. Le but de cet outil, c'est un peu comme on a du partage d'écran avec Teams, ça va être de partager son IDE pour travailler à plusieurs sur le même bout de code. Alors, qui dit même bout de code, on a plusieurs langages. Donc, on va retrouver la stack classique des langages que l'on veut. Mais ce qui est important, c'est pas juste le fichier source, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec. On va faire du web, on va faire de l'embarqué, on va faire du mobile, on va faire de la fonction. Il faut aussi supporter tout ça. Et on a tout un set d'applications qui est supporté par l'iShare. Et on va avoir une doc. La doc de Microsoft nous dit en gros, en fonction de l'IDE, en fonction du langage, en fonction du type d'application, ce qui est supporté ou pas. On va avoir deux types de support. On va avoir du support, j'ai le droit de faire de l'édition en parallèle avec mes collègues. Donc on peut supporter jusqu'à 30 personnes simultanées sur la même session. Ça commence à faire pas mal. Donc si vous avez un PC, vous êtes invité, vous allez pouvoir partager le code et vivre la même expérience que Mohamed. Et on va pouvoir lancer des applis. Je vais avoir une appli sur mon poste, une appli ASP.NET Core, un VC classique. Je vais inviter Mohamed sur ma solution. Donc Mohamed n'a pas les sources, j'ai pas voulu lui donner. Et il va pouvoir travailler sur ce projet-là de la même façon que moi. Et je vais voir exactement ce qu'il fait et il va voir exactement ce que je fais. Et on va pouvoir débugger, pour pouvoir accéder à l'application comme si je le faisais en local. Donc on va avoir plusieurs scénarios qui vont être bien pratiques avec cet outil-là. J'ai mis les principaux où je trouve vraiment important. On va voir le support. Des fois, il y a un collègue qui me dit j'ai un problème, j'arrive pas, j'ai un bug. Est-ce que tu peux m'aider? Et des fois, on est obligé il n'est pas forcément au même étage, dans le même bâtiment. Donc on fait quoi? On partage un Teams. On prend le contrôle de la machine, mais le contrôle c'est pas super précis. On voit il y a toujours du lag. Là, on va pouvoir faire un call et puis en même temps partager l'écran, partager l'IDE. Et comme je disais, on supporte trois versions de Visual Studio. C'est pas parce que moi je vais ouvrir une version sur Visual Studio 2019 que Mohamed pourra pas l'ouvrir sur Visual Studio Code. Donc on va pouvoir choisir l'IDE qui nous va le mieux pour répondre à notre collègue. Donc ça nous permet d'avoir la précision. On va pouvoir naviguer dans les fichiers, on va vous montrer, c'est vraiment impressionnant. Et même on va pouvoir en debug aller inspecter les variables, mettre des points d'arrêt et débugger en même temps que comme si on était sur mon poste. Mob et pair programming, c'est assez pratique, ça permet de partager si on est en session, quelqu'un commence à travailler dessus. Les personnes qui sont en séance peuvent, juste en read-only par exemple, accéder aux mêmes sources, donc ils ne sont pas obligés de suivre ce que fait exactement la personne qui est en train de présenter. On a la possibilité avec l'iShare de traquer des personnes, c'est-à-dire que si une personne change de fichier, on peut dire moi je suis cette personne-là, et dans ce cas-là on va pouvoir suivre où elle va, ouvrir les fichiers qu'elle voit. Mais si on veut aller naviguer dans source pour comprendre ce qui se passe, on peut aussi, et on peut après revenir sur la personne et suivre ce qu'elle fait. Les hackathons. Oh, j'ai fait une grosse bleue. Pourquoi je trouve ça sympa dans les hackathons? C'est parce que des fois quand on a plusieurs à travailler, qu'est-ce qui se passe? C'est que chacun a une version sur son PC, on est obligé de faire des commits pour se partager du code. C'est pas forcément hyper pratique quand on veut gagner du temps. Donc ça peut être sympa d'être tous sur la même base de code si on n'est pas nombreux pour pouvoir finalement on travaille ensemble sur le même bout de code. On n'est pas obligé de faire des merges entre nous. On voit tout ce que ça donne un source control quand on fait du hackathon. On passe du temps à faire des merges, c'est l'enfer. Surtout si on travaille sur les mêmes fichiers. Là on peut vraiment écrire le même bout de code ensemble. On va vous montrer. Conférence, donc là par exemple si vous avez un Visual Studio ouvert ou un Visual Studio Code, il faut juste installer le plugin. Vous pourrez avec l'URL que je vais afficher vous brancher et faire voir ce que voit exactement Mohamed et moi. Pareil comme les code review, on peut partager ça sur deux postes. Ça évite d'avoir allé sur le poste de quelqu'un pour faire une code review. C'est pas toujours agréable si la personne est sur Mac ou avec un VS Code ou on est sur Visual Studio, on n'a pas forcément les mêmes habitudes, les mêmes raccourcis clavier. C'est pas la meilleure façon de. On est bien sur son poste. Tout le monde a ses raccourcis. Là, l'intérêt, Mohamed, il a un thème bleu.
Moi, je supporte pas le thème bleu. Moi, je vais être en fond noir. Et donc, moi, je vais pouvoir voir la même chose que lui, mais on va chacun voir son thème. Voilà, chacun chez soi, quoi. On est très bien. Et puis, pour les interviews, ça permet de partager la même chose, le même code, tout en ayant, on a mis le souci de comment je partage. Voilà, voilà, on démarre là-dessus. C'est assez bien pratique. Donc, j'ai un projet. Donc, c'est un projet somme toute classique. T'aimais pas le bleu, t'as dit? Non, non. Duplicate. Oh, ça revient. En fait, si je peux me permettre, c'est que pendant qu'on lance la démo, Ouais. c'est que techniquement, en Mhm. fait, si on est sur le même réseau, donc LiveShare, il va utiliser en fait la connexion un réseau interne de la société. Par contre, si on ne veut pas ouvrir les ports ou les flux qui sont fermés, en fait, LiveShare il va utiliser des services Azure Relay en fait pour faire passer la connexion. Donc, parce que la question parfois se pose pour les gens qui n'ont pas une bonne connexion. Donc en fait, donc ça passe par les services relais. Et en fait, aujourd'hui, Microsoft travaille aussi pour améliorer, pour supporter les gens qui ont un faible débit pour une meilleure expérience utilisateur. Et du coup, ça passe par Azure ou pas? Il y a un serveur. Si on est en interne, si on est sur notre réseau interne, ça passe par le réseau interne. Après, s'il y a un problème, ça passe par un service par internet. On peut passer, je veux dire, on peut passer par. Est-ce que tu le contrôles? Parce que chez les clients, si demain tu fais du live share et que ça passe par Azure, On sera bloqué. ça va pas le faire. Mais de toute façon, le flux sortant, il est contrôlé. Oui, il est contrôlé dans le sens où C'est un flux HTTPS qui sort. Bah justement, le HTTPS, c'est pas forcément contrôlé chez tous les clients. Tous les clients ne bloquent pas forcément les trucs de Visual Studio. Certains serveurs de Microsoft et compagnie. Il y a des clients qui bloquent GitHub, il y a des clients qui. Ah bah là, on est limité par l'infrastructure de toute façon. Donc, C'est comme là, par défaut. Je sais pas. Moi, je sais si demain j'utilise chez un client, si oui ou non, dans tous les cas, le flux restera chez mon client. Sinon, je ne peux pas l'utiliser. On aura l'autre problématique qui est, par défaut, LiveShare va essayer d'ouvrir un port sur ma machine, et c'est ce qui va se passer là. C'est-à-dire que quand j'ai indiqué que j'ai partagé ma session, il va me dire par défaut que je vais ouvrir un port de firewall en local pour pouvoir laisser passer du trafic de Mohamed. Et ça se configure dans les options de LiveShare. Où on va lui demander le mode de connexion, ici. On a le mode automatique où il va essayer d'abord en local et ensuite passer par Azure, sinon seulement passer par Azure. Et ensuite, on va avoir pas mal d'options qui vont permettre de contrôler qui va se connecter à la session. LiveShare général. On peut demander, par exemple, dès que quelqu'un va se connecter, demander à la personne qui va hoster la session, est-ce que cette personne a le droit de se connecter? Comme ça, on laisse pas, c'est pas ouvert à tout vent. Et on peut demander, forcer que les personnes s'authentifient avec un identifiant Microsoft, un identifiant Azure AD. Donc là, quand j'ai cliqué sur le bouton LiveShare, vous allez avoir toujours en haut à droite, il va être très rapide d'accès puisque il sera toujours là. Il a automatiquement copié dans mon presse-papier une URL ici qui va me permettre à toute personne qui a cette URL de se connecter à ma session de LiveShare. Je vais l'envoyer à Mohamed. Il faut Internet donc. Il faut Internet, ouais. C'est Mohamed. Tu l'as reçu. Et donc là, je pourrais l'ouvrir en fonction Visual Studio Code ou Visual Studio et ça va ouvrir ma session. Donc je préfère du LiveShare avec moi-même, mais ça ne sert pas à grand chose. On a plein d'autres options dans LiveShare. Vous allez voir, on va pouvoir partager l'appli. Il y a une extension dans VS Code qui permet de faire de la conf de la voix directement. Et on va vous montrer le partage de session et le suivi. C'est bon? Ah oui. Ça s'ouvre? C'est en cours. Donc là, j'ai désactivé le prompt de login. Donc on voit que Mohamed a rejoint la session. Je vois, comme vous avez vu, vous avez déjà travaillé sur des documents Office à plusieurs. Il y a le nom de la personne en haut à droite qui s'affiche, qui travaille avec vous. On a la même chose. J'ai les informations de Mohamed. Et maintenant, je peux voir, je
je vais zoomer un petit peu. Vas-y. Bouge ton code. Un peu quand on modifie des éléments dans des fichiers dans Office, on voit où est Mohamed, on voit son curseur et on voit toutes les opérations qu'il fait sur le code. Et moi, je pourrais en même temps, pendant qu'il travaille, modifier aussi mon code. Donc on est vraiment à deux sur les éléments. Ah, il y a ton tour, hein. On peut modifier ce qu'il est en train de modifier? Ouais. Une question. Ça, Vas-y, dépêche-toi, Mohamed, on est pressé. Ton code, il a disparu. Voilà. Ouais. Alors, je vais lancer l'appli et on va switch. Question là, justement par rapport à ça. Là, le CTRL Z. Moi, j'ai mon CTRL Z. Alors, je savais que j'ai pas regardé si on avait le même CTRL Z, mais je crois que tu as ton CTRL Z à toi. Donc t'as lancé debug donc. Ouais, j'ai lancé un debug. On regardera après le debug. On va switcher sur Mohamed pour voir ce qu'on voit de son côté. Donc Mohamed n'a ni source de l'application sur son poste et elle tourne en debug sur le mien. Ah, t'as mis un point d'arrêt. Donc on avait mis un point d'arrêt tout à l'heure. Donc j'ai lancé la session debug sur mon poste et on voit le point d'arrêt sur le poste de Mohamed. Et on a accès aussi à tous les éléments de debug. Donc c'est vraiment un outil, c'est pas juste pour partager du code, c'est vraiment un outil de diagnostic et de travail à plusieurs. Chacun peut mettre des breakpoints. Exactement. Bah, tu peux en rajouter. Par l'audio. Ouais, mais c'est pour ça on est à côté. Vas-y, fais un continu. Data stack et tout, tu vas sur le truc. Alors. Et c'est là tout l'intérêt d'avoir non seulement du partage de code, mais surtout de modèles de projet. Parce que là, l'HR a vu que c'était un projet web. Donc non seulement il a lancé l'application debug, mais en même temps, il a partagé que j'avais lancé une appli web. Donc il a partagé l'appli qui est sur mon poste ici, qui est on est sur le même port. Mais il a rebooté cette appli-là sur le sien. Ce qui fait que dès que cette appli que j'ai sur le mien, c'est exactement ce qu'on voit. Ce qui fait que si tu modifies le fichier, je pense qu'il va dans le contrôleur, en rechangeant la page, on va avoir le même résultat. Ce qui fait que j'ai pas eu besoin d'installer la version il n'a pas eu besoin d'installer ma version qui est peut-être dans une branche, qui est peut-être pas committée. Il a pu directement ouvrir ce que j'avais sur mon poste où j'avais un problème. Donc ça évite des commits incompatibles pour que partager le code avec un collègue pour qu'il puisse corriger mon problème. Des problèmes d'environnement, de configuration, parce que dans ma branche j'ai des paramètres spécifiques. Là en fait, Mohamed n'a rien sur son poste, il a vraiment tout marche à distance sur le mien. Et on a exactement la même chose, ce qui fait que si tu vas dans le code, Ok. ouais, reste là dans l'index. J'arrête le debug ou. Non, continue à laisser le debug. Je vais aller sur la vue. Donc là, donc j'ai trouvé le code. Donc c'est vraiment réciproque. Moi je fais que le hosting, mais en fait on a la même expérience. Si tu rafraîchis la page. Ça met du temps. Ah oui, j'ai un point d'arrêt. Ah oui. Oui, t'as mis des points d'arrêt partout. C'est bon, c'est bon. Ça marche. Donc voilà, c'est vraiment un outil collaboratif. C'est pas un gadget. Le jour où vous en avez besoin, vous serez content de l'avoir. C'est pas un truc qu'on va utiliser partout, mais vraiment pour moi les deux grosses utilisations, c'est aller aider un collègue qui a un problème pour le débugger. Tu aurais pu ouvrir VS Code et ça aurait fonctionné pareil. Et aussi les ateliers de partage de code à plusieurs. Donc là, si vous avez pris l'URL sur vos postes, si vous avez des PC, vous auriez pu partager et avoir accès comme Mohamed et avoir la même expérience. Et donc on peut monter jusqu'à présent jusqu'à 30 personnes. Donc tout ce qui est mob programming, c'est vraiment excellent, surtout quand on veut faire des hackathons ou des katas, partager du code à plusieurs. On dit de faire tourner le clavier, maintenant on n'a plus besoin de faire tourner le clavier. On a 30 claviers.
Voilà.